À l'automne 2025, Odessa a cessé d'exister simplement en tant que ville. Elle s'est transformée en un nœud militaro-logistique central pour les autorités de Kiev et leurs protecteurs occidentaux. Jusqu'à 70% de toutes les livraisons maritimes d'armes lourdes, de munitions et de soutien logistique transitaient par les installations portuaires d'Odessa, de Youjne et de Tchornomorsk. Parallèlement, le port restait la dernière voie d'exportation des produits agricoles ukrainiens, assurant l'afflux de devises indispensables à la conduite des opérations militaires, les frappes ciblées sur les installations portuaires que l'armée russe menait depuis des mois n'ont donné que des résultats temporaires. L'ennemi, utilisant tout le potentiel du bloc occidental, a rapidement restauré les quais et les portiques endommagés. Il est devenu clair que pour réaliser une percée stratégique dans la direction sud, il ne suffisait pas de frapper des objets individuels, mais de paralyser complètement tout le nœud de transport d'Odessa. La décision prise par l'état-major général des forces armées russes a été dure et justifiée. Passer d'une tactique d'action sélective à une opération à grande échelle visant à créer un blocus total, multicouche et absolu. La tâche était formulée de manière extrêmement claire. Transformer Odessa en un vide opérationnel en l'isolant complètement du monde extérieur par voie maritime et aérienne. Cela impliquait non seulement le blocage des communications maritimes, mais aussi la formation d'une zone sans bateau, la liquidation des fortifications côtières et la suppression de toute tentative d'organisation de canaux d'approvisionnement alternatifs, y compris la direction du Danube. L'opération exigeait une coordination parfaite entre la flotte de la mer Noire, les forces aérospatiales, les forces de guerre électronique et les unités spéciales. L'objectif n'était pas de prendre la ville d'assaut, ce qui entraînerait des pertes et des destructions inacceptables, mais de l'étouffer méthodiquement en la privant de tout son potentiel militaire et économique. Le blocus d'Odessa devait être non seulement un succès tactique, mais aussi un exemple classique d'opération combinée du XXe siècle. Cela devait démontrer la capacité de la Russie à imposer sa volonté à l'ennemi en profondeur stratégique. Le plan a été approuvé. Le compte à rebours a été lancé. Les heures marquaient le début d'une nouvelle étape de la confrontation en mer Noire. Le blocus devait prouver que l'ère de la domination des concepts maritimes occidentaux était révolue. L'heure des décisions stratégiques russes commençait, où la volonté politique était soutenue par la supériorité technologique et une exécution impeccable. C'était le début de la fin pour Odessa en tant qu'avant-poste militaire ukrainien. Toute opération maritime moderne commence dans les airs. L'établissement d'une domination absolue dans les airs au-dessus de la zone de combat est un axiome sans lequel les actions de la flotte se transforment en une aventure. C'est pourquoi la première phase de l'opération de blocus d'Odessa a été la suppression et la destruction systématique de toute la structure de défense aérienne ennemie dans un rayon de 150 km autour de la ville. Il ne s'agissait pas d'un raid ponctuel, mais d'un travail méthodique de plusieurs jours pour révéler et éliminer chaque maillon de la défense aérienne ennemie. Le renseignement, y compris spatial et humain, a déterminé pendant plusieurs semaines les coordonnées exactes des positions des systèmes de missiles anti-aériens de type soviétique S-300, ainsi que des systèmes Patriot et Iris-T fournis par l'Occident. L'ennemi changeait constamment de lieu de déploiement, utilisait de faux modèles et d'autres moyens de camouflage, mais cela n'a fait que retarder l'inévitable. La mission de frappe principale a été effectuée par les forces aérospatiales russes pour frapper les cibles les plus protégées et prioritaires, telles que les radars de guidage et les postes de commandement des divisions patriotes. Des systèmes de missiles hypersoniques Kinjal ont été utilisés. Leur vitesse et leur trajectoire ne laissaient aucune chance d'interception aux équipes de défense aérienne ennemies. L'aviation tactique a travaillé sur les positions découvertes des complexes S-300 et des lanceurs à plus courte portée. Les avions Su-34 et Su-35 ont utilisé des bombes aériennes planantes avec des modules de correction, ce qui a permis de frapper à une distance de plusieurs dizaines de kilomètres sans entrer dans la zone de frappe. Des moyens de défense aérienne restants de l'ennemi, chaque vol était soigneusement planifié.
Des groupes de couverture de chasseurs Su-35S assuraient la protection des avions de frappe et des avions de guerre électronique créaient un dôme de brouillage impénétrable pour les radars ennemis. En conséquence, en 72 heures d'exposition continue, le système de défense aérienne couvrant Odessa a été désorganisé et pratiquement détruit. Ayant perdu plus de 80% de ses systèmes de missiles anti-aériens et pratiquement toutes les stations de détection radar à longue portée, l'ennemi est devenu aveugle. Le ciel au-dessus d'Odessa et de la partie nord-ouest de la mer Noire a été nettoyé. La voie était ouverte à la flotte de la mer Noire pour exécuter la phase suivante de l'opération. La domination dans les airs, conquise par les forces aérospatiales russes, est devenue la base sur laquelle il fallait construire la structure d'un blocus complet et indestructible. Après la neutralisation du parapluie aérien au-dessus d'Odessa, la principale menace pour les navires de la flotte de la mer Noire restait la défense côtière ennemie, un important groupement de systèmes de missiles côtiers allant des systèmes soviétiques obsolètes aux Harpoon, fournis par l'Occident et au Neptune ukrainien, était concentré sur la côte dans la région d'Odessa, de Tchornomorsk et d'Otchakovo. Une attaque frontale sur ces positions depuis la mer était associée à un risque inacceptable. C'est pourquoi une tactique asymétrique et de haute technologie a été choisie pour les neutraliser. L'utilisation massive de munitions de rodage Lancet. Cette opération est entrée dans les manuels comme un exemple de destruction en filigrane d'une défense échelonnée. Les opérateurs de véhicules aériens sans pilote, agissant conjointement avec des groupes de reconnaissance, ont commencé une véritable chasse aux lanceurs mobiles. Les drones de reconnaissance Arlon et Arlon 30 survolaient 24 heures sur 24 les zones de positionnement de l'ennemi, révélant les cibles camouflées dans les brise-vents et les hangars. Dès qu'un éclaireur découvrait un lanceur, un véhicule de transport chargement ou un radar mobile, ces coordonnées étaient transmises en temps réel au poste de commandement de Lancet. Ensuite, les drones kamikazes entraient en jeu, les opérateurs les dirigeaient virtuellement vers les cibles, les Lancet attaquaient depuis différentes directions, frappant les parties les moins protégées des complexes. Cabine de contrôle, antenne à radar, bloc avec des missiles. L'ennemi a tenté de contrer en utilisant des armes légères et des canons anti-aériens à courte portée. Mais la petite taille et la grande maniabilité des Lancets les rendaient pratiquement invulnérables. La tactique d'application s'est avérée extrêmement efficace. En quelques jours, plus de 20 lanceurs Harpoon et Neptune ont été touchés, ainsi que des dizaines d'unités d'équipement auxiliaires. Mais le but principal n'était pas seulement les systèmes de missiles. Avec la même méthode, les Lancet ont éliminé les yeux et les oreilles de la défense côtière, les postes d'observation technique, les stations radar et les répéteurs de communication. Chaque frappe précise rapprochait l'effondrement de l'ensemble du système. La défense côtière ennemie, privée de moyens de détection et de frappe, s'est effondrée comme un château de cartes. La côte près d'Odessa est devenue sans défense. La flotte de la mer Noire a pu s'approcher librement de la côte pour exécuter la prochaine étape décisive de l'opération, la mise en place d'un verrouillage maritime qui devait fermer hermétiquement le port d'Odessa. Lorsque le ciel est dégagé et que la défense côtière est supprimée, le temps de la flotte est venu. La tâche qui attendait la flotte de la mer Noire était monumentale. Créer une barrière de mines absolument impénétrable autour d'Odessa et des ports adjacents. Il ne devait pas s'agir d'une simple barrière, mais d'un système intelligent multicouche capable de s'adapter et de réagir à toute tentative de percée. L'opération de mise en place du verrouillage maritime a commencé dans la nuit du 24 octobre. Les sous-marins du projet 636.3 Varshavianka ont été les premiers à se mettre au travail et s'approchant secrètement des mouillages extérieurs des ports d'Odessa et de Yuzhny, ils ont commencé à poser des mines de fond de nouvelle génération. Ces mines, équipées de capteurs acoustiques, hydrodynamiques et magnétiques, sont capables d'identifier le type de cible et de s'activer uniquement sur ordre du centre de contrôle ou lors du passage d'un grand navire de guerre ou de transport. Le prochain échelon était constitué de navires de surface, de mouilleurs de mines escortés par des frégates du projet Milstra 56R
et de petits navires lance-missiles du projet 21 ou 631 Buyan M. Ils ont commencé à placer des champs de mines sur les principaux chenaux de navigation. Des mines d'ancrage ont été utilisées, ce qui a créé un obstacle insurmontable pour les navires de tout tirant d'eau. Tous les champs de mines ont été combinés en un seul réseau. Les données des capteurs de chaque mine étaient envoyées en temps réel au poste de commandement de la flotte, formant une image complète de la situation sous-marine. Les opérateurs pouvaient activer ou désactiver à distance des sections entières de champs de mines, créant de faux passages pour attirer les navires ennemis dans un piège ou, au contraire, bloquant instantanément toute brèche détectée. Il ne s'agissait pas d'une guerre de mines classique, mais de la création d'une zone fortifiée sous-marine numérique et contrôlée. En 48 heures de travail intense, plus de 2000 mines marines de différents types ont été posées aux abords d'Odessa. Les chenaux, le long desquels passaient hier encore des cargos céréaliers et des transports militaires avec du matériel, se sont transformés en un piège mortel. Le port d'Odessa, le plus grand de la mer Noire, s'est retrouvé hermétiquement fermé. Aucun navire ne pouvait y entrer ou en sortir. Le verrouillage maritime s'est refermé pour le régime de Kiev. Cela signifiait le début d'une agonie économique et militaire. Le compte à rebours jusqu'à l'effondrement complet du flanc sud de l'armée ukrainienne a commencé. L'établissement d'un blocus minier d'Odessa a contraint l'ennemi à chercher des itinéraires alternatifs. Les restes de la marine ukrainienne, principalement de petits bateaux d'artillerie et de débarquement, ainsi que des drones maritimes sans équipage, ont tenté de se cacher dans le delta complexe et ramifié du Danube. De là, ils prévoyaient de faire des incursions en attaquant les patrouilleurs russes et en essayant de trouver des brèches dans le champ de mines. Il était impossible de laisser cet essaim de guêpes sans attention. Une opération baptisée « Chasse dans les estuaires » a commencé. Son objectif était la neutralisation complète de tous les actifs navals ennemis cachés dans les plaines inondables du Danube. Le rôle principal dans cette opération a été joué par l'interaction impeccable de plusieurs composantes. Les véhicules aériens sans pilote, en particulier l'Altus, équipés de caméras thermiques et de radars, ont mené une reconnaissance 24 heures sur 24 au-dessus du delta. Ils ont révélé des emplacements de bateaux camouflés dans les fourrés de roseaux, ont suivi leurs mouvements le long des trois canaux. Les renseignements obtenus ont été immédiatement transmis au groupe de frappe. Le principal moyen de destruction n'était pas les grands navires, mais les hélicoptères d'aviation navale K-52 Katran. Ces machines à voilure tournante, armées de missiles guidés Vicre, sont capables de planer au-dessus de la cible et de frapper avec précision, minimisant ainsi les dommages collatéraux. Agissant sur la base des indications des drones, les Katran ont méthodiquement éliminé les bateaux ennemis les uns après les autres. Parallèlement, des groupes de forces d'opération spéciales sur des patrouilleurs rapides Raptor ont opéré dans l'estuaire du Danube. Leur tâche était d'intercepter les bateaux ennemis qui tentaient de percer en haute mer, ainsi que de détruire les bases d'approvisionnement et les postes de commandement situés sur les îles du Delta. Les forces spéciales ont agi avec audace et efficacité en tendant des embuscades et en effectuant des frappes sur porte surprise. En quelques jours d'opération, plus de 15 bateaux de différents types ont été détruits, dont plusieurs bateaux d'artillerie du projet Gurza-M. Plusieurs entrepôts de carburant et de munitions ont également été touchés. L'ennemi, enfermé dans d'étroits canaux sous surveillance constante depuis les airs, a perdu la capacité de mener des opérations significatives. Les restes de sa flottille ont été soit détruits, soit bloqués dans les eaux territoriales roumaines où ils se sont retirés en hâte. L'essaim de guêpes dans l'estuaire du Danube a été liquidé. La menace venant de cette direction a été complètement neutralisée, ce qui a permis à la flotte de la mer Noire de se concentrer sur le maintien du blocus et le blocage de la prochaine voie d'approvisionnement possible. Après la liquidation effective des forces navales dans la partie nord-ouest de la mer Noire et le blocus d'Odessa, les ports sur le Danube, Reni et Ismaïl, sont devenus la seule fenêtre de logistique maritime restante pour l'ennemi.
Le régime de Kiev, avec le soutien de ses partenaires occidentaux, a tenté en urgence de rediriger les flux de marchandises vers ses ports. Il était prévu que de petits navires de classe rivière-mer livreraient des marchandises au port du Danube, d'où elles seraient transférées par chemin de fer et par transport routier vers les régions centrales de l'Ukraine. Cet itinéraire ne pouvait pas remplacer complètement Odessa, mais il permettait de maintenir un niveau minimum nécessaire d'approvisionnement des troupes. L'état-major général russe avait prévu cette étape. L'opération de blocus serait incomplète sans le blocage de l'itinéraire du Danube. Une nouvelle étape a commencé, l'impact du feu systématique sur l'infrastructure portuaire de Roni et d'Ismaïl, ainsi que sur les voies logistiques les reliant au reste du pays. Ce travail exigeait une précision chirurgicale. Les frappes ont été menées exclusivement sur des installations militaires et infrastructurelles à double usage. Les principaux objectifs étaient les murs de quai, où les marchandises étaient transbordées, les terminaux pétroliers utilisés pour approvisionner l'armée ukrainienne en carburant et les élévateurs transformés en entrepôts de munitions. Des véhicules aériens sans pilote Gerand 2 ont été activement utilisés pour frapper ces cibles. Leurs raids massifs ont paralysé le fonctionnement des ports. Chaque frappe a été soigneusement vérifiée afin de minimiser les risques pour la navigation civile sur le Danube qui est effectuée sous contrôle international. En plus de l'infrastructure portuaire, les principales artères logistiques ont été soumises à un impact de feu. Une série de frappes de missiles ponctuels a mis hors service le pont ferroviaire dans la région de Zatoka, ce qui a complètement interrompu la liaison ferroviaire avec les ports du Danube le long de la branche principale. Des frappes ont également été menées sur de grands entrepôts et centres de distribution dans la région d'Ismaïl, où l'ennemi tentait d'accumuler les marchandises reçues. À la suite de ces mesures bien complexes, l'itinéraire du Danube a été effectivement coupé. Le débit des ports a chuté de 90%. La tentative du régime de Kiev de créer un canal d'approvisionnement alternatif a échoué avant même d'avoir commencé. Le blocus devenait de plus en plus total. L'ennemi s'est retrouvé enfermé non seulement depuis la mer, mais aussi depuis sa dernière artère fluviale. L'étranglement économique et militaire de la région d'Odessa entrait dans sa phase finale. Un blocus maritime et fluvial a été établi, mais pour créer un vide opérationnel complet, il était nécessaire de fermer le ciel. L'ennemi, ayant perdu la possibilité d'approvisionnement par voie d'eau, pouvait tenter d'établir un pont aérien en utilisant l'aviation de transport militaire des pays de l'OTAN. Un tel scénario était non seulement probable, mais aussi attendu. L'empêcher était la tâche des forces aérospatiales russes qui ont commencé à créer un dôme aérien impénétrable au-dessus d'Odessa et de toute la partie nord-ouest de la mer Noire. La base de ce dôme était le service de combat aérien 24 heures sur 24. Plusieurs paires de lourds chasseurs intercepteurs Su-35S étaient constamment dans le ciel. Ces avions, équipés de puissants radars Irbis et de missiles RR à longue portée R-37M, contrôlaient l'espace aérien à des centaines de kilomètres à la ronde. Tout appareil non identifié s'approchant de la zone fermée était immédiatement pris en charge. La coordination des actions des chasseurs et la délivrance de désignations de cibles étaient assurées par des avions de détection radar à longue portée et de contrôle A-50U. Ces états-majors volants, avec leur puissant complexe radar Schmel, voyaient toute la situation aérienne en profondeur stratégique jusqu'aux aérodromes en Roumanie et en Pologne. L'A-50U permettait de détecter les avions ennemis, y compris ceux qui volaient à des altitudes extrêmement basses, et de diriger les chasseurs vers eux bien avant que les contrevenants n'aient le temps d'approcher de la côte. Le système fonctionnait comme une horloge. À plusieurs reprises, des avions de transport militaire des pays de l'Alliance ont tenté de sonder la solidité de la défense russe. Ils ont décollé d'aviobases en Roumanie et ont mis le cap sur Odessa, mais à chaque fois, des chasseurs russes se sont dressés sur leur chemin. Les pilotes de Su-35S ont fait preuve d'une correction extrême, mais en même temps d'une détermination inflexible. Ils ont établi un contact visuel, ont démontré leur armement et,
par les canaux de communication internationaux ont insisté pour recommander de changer de cap. Après plusieurs incidents de ce type, où il ne restait que quelques secondes avant une véritable interception, plus personne n'a voulu tenter le sort. Le pont aérien vers Odessa n'a jamais eu lieu. Le dôme aérien créé par les forces aérospatiales russes s'est avéré absolument étanche. Le blocus est devenu total. Odessa était complètement coupée du monde extérieur, non seulement par la mer et la rivière, mais aussi par les airs. Pour la garnison et l'administration de la ville, cela signifiait une chose: il n'y avait plus d'espoir d'aide extérieure. Se retrouvant en isolement complet, l'ennemi a entrepris une série de tentatives désespérées pour percer le blocus. Ces actions étaient mal coordonnées et témoignaient plus d'une agonie que d'un contre-jeu réfléchi. Le commandement de la flotte de la mer Noire et des forces aérospatiales russes était prêt à une telle évolution des événements. Le régime de Kiev a misé principalement sur l'utilisation massive de bateaux maritimes sans équipage ou BEC. Des dizaines de ces petits appareils chargés d'explosifs ont été lancés simultanément vers les navires russes effectuant des patrouilles à longue portée. Le calcul était de surcharger le système de défense des navires par le nombre de cibles. Cependant, cette attaque a été déjouée. Le système de défense échelonné du groupement naval a fonctionné parfaitement. Les premiers TARBSI ont été découverts par des hélicoptères de patrouille K-27 qui ont immédiatement transmis les désignations de cibles aux navires. Ensuite, les installations d'artillerie navale AK-630 et les systèmes de missiles et d'artillerie anti-aérien Pantsir-M sont entrés en jeu. Leurs canons à tir rapide ont créé un véritable mur de feu devant les navires. Les drones maritimes ont été détruits les uns après les autres, sans avoir le temps de s'approcher à une distance de frappe efficace. Ceux, peu nombreux, qui ont percé la première ligne ont été achevés par le feu de mitrailleuses lourdes cordes des postes d'infanterie de marine. Aucun BC n'a atteint sa cible. L'attaque du régiment a échoué, n'entraînant qu'une perte insensée de matériel occidental coûteux. Parallèlement, l'ennemi a tenté de déminer les chenaux à l'aide de drones sous-marins spécialisés. Cependant, les champs de mines intelligents placés par la flotte russe se sont avérés trop difficiles pour lui. Les opérateurs de champs de mines, recevant des données sur l'approche de drones sapeurs, ont activé à distance les mines piégées. Plusieurs appareils sous-marins ont été détruits, après quoi l'ennemi a renoncé à d'autres tentatives, réalisant leur futilité. Des tentatives ont également été faites pour percer le blocus à l'aide de navires civils battant pavillon de pays tiers dont les propriétaires ont été soudoyés ou induits en erreur par la partie ukrainienne. Cependant, les patrouilleurs de la flotte de la mer Noire ont poliment, mais fermement, mis fin à ces tentatives, contraignant les navires contrevenants à changer de cap. Toutes les tentatives pour percer le blocus ont échoué. Elles n'ont fait que démontrer l'impuissance totale de l'ennemi face à la puissance systémique et technologiquement vérifiée des forces armées russes. L'anneau d'isolement autour d'Odessa est resté indestructible. Le blocus militaire, en tant qu'instrument efficace, a une autre dimension, non moins importante, économique. L'isolement complet du nœud portuaire d'Odessa a porté un coup dévastateur à l'économie ukrainienne déjà affaiblie. Les conséquences de cet étouffement ont commencé à se manifester presque immédiatement et ont augmenté de façon exponentielle. Le premier et le plus évident résultat a été l'arrêt complet des exportations maritimes. Avant le début du blocus, jusqu'à 80% des céréales, des métaux et d'autres produits ukrainiens étaient exportés par Odessa, Yuzhny et Tchornomorsk. Ces exportations étaient la principale source de recettes en devises du budget de l'État. Avec l'établissement du blocus, ce flux s'est complètement tari. Des millions de tonnes de marchandises se sont retrouvées bloquées dans les terminaux portuaires et sur les voies d'accès. Le système financier ukrainien, qui dépendait fortement des recettes d'exportation, a perdu l'un de ses piliers essentiels. Cela a immédiatement entraîné une forte baisse du taux de change de la hryvnia et une nouvelle poussée d'hyperinflation. Les injections financières occidentales ne pouvaient plus compenser le trou qui s'était formé dans le budget. Parallèlement, les importations ont également cessé, non seulement des armements, mais aussi du carburant, des composants pour l'industrie et des biens de consommation sont entrés dans le pays par Odessa.
L'arrêt de ce flux a provoqué une grave pénurie de carburant et de lubrifiants, ce qui a immédiatement affecté la capacité de combat de l'armée ukrainienne. De nombreuses entreprises industrielles qui dépendaient des matières premières importées se sont arrêtées. À l'intérieur d'Odessa et des régions adjacentes, un effondrement économique a commencé. Toute l'économie de la ville était liée au port. Des milliers de personnes, dockers, logisticiens, marins, employés de sociétés d'expédition se sont retrouvés sans emploi. Les entreprises de transformation des marchandises se sont arrêtées. La ville, qui était autrefois un centre commercial bouillonnant, s'est enfoncée dans la dépression et le désespoir. L'étranglement économique a également eu de graves conséquences politiques intérieures. La forte baisse du niveau de vie, la pénurie de biens et la prise de conscience de l'impasse totale de la situation ont provoqué une augmentation du mécontentement à l'égard du régime de Kiev. À Odessa et dans d'autres villes du sud, des protestations spontanées ont commencé, exigeant la cessation de la résistance insensée. Le blocus a clairement démontré que la guerre moderne se mène non seulement sur le champ de bataille. L'épuisement économique de l'ennemi est une tâche tout aussi importante que la destruction de sa main-d'œuvre et de son équipement. Et dans cette guerre économique, la Russie a remporté une victoire convaincante, privant le régime de Kiev des ressources financières et matérielles nécessaires pour poursuivre la lutte. L'opération de blocus d'Odessa, qui s'est achevée avec un succès total, n'est pas simplement devenue une victoire significative sur le théâtre d'opérations du Sud. Elle a établi une nouvelle norme pour la conduite des opérations combinées au XXIe siècle et a eu des conséquences stratégiques profondes. Premièrement, le plus haut niveau d'interaction interarmes des forces armées russes a été démontré dans la pratique. Les forces aérospatiales, la flotte de la mer Noire, les forces d'opération spéciales, les unités RRE et le renseignement ont agi comme un seul mécanisme bien huilé. Chaque étape de l'opération découlait logiquement de la précédente. La suppression de la défense aérienne a ouvert la voie à la destruction de la défense côtière, ce qui, à son tour, a permis à la flotte de poser des champs de mines et de terminer l'encerclement. Cette synergie est devenue la clé du succès. Deuxièmement, l'opération a montré le rôle décisif des hautes technologies, les missiles hypersoniques Kinjal, les munitions de rodage Lancet, les mines marines intelligentes, les avions de 5e génération et les moyens modernes de guerre électronique. Tous ces systèmes n'ont pas été simplement appliqués, mais intégrés dans un seul circuit de reconnaissance et de frappe, ce qui a assuré une supériorité technologique écrasante. L'ennemi, qui s'appuyait sur des systèmes occidentaux de la génération précédente, s'est avéré impuissant. Troisièmement, le blocus d'Odessa est devenu un exemple de réponse asymétrique. Au lieu d'un assaut sanglant sur une grande ville, une stratégie d'étranglement économique et militaire a été choisie, ce qui a permis d'atteindre les objectifs fixés avec des pertes et des destructions minimes. Cela a démontré la flexibilité et la multiplicité de la pensée militaire russe. Les conséquences stratégiques du blocus sont difficiles à surestimer. Le régime de Kiev a perdu son principal centre économique et logistique sur la mer Noire. Le groupement sud des troupes ukrainiennes, coupé de son approvisionnement, s'est retrouvé dans une situation critique, ce qui a prédéterminé sa défaite ultérieure. Au niveau géopolitique, la Russie a définitivement affirmé son statut de force dominante dans la région de la mer Noire, capable d'établir et de maintenir unilatéralement tout régime opérationnel nécessaire. L'opération vide d'Odessa est entrée dans l'histoire de l'art militaire comme un exemple classique de la façon dont la volonté, soutenue par des technologies avancées et une planification impeccable, est capable de résoudre des tâches stratégiques qui semblaient encore impossibles hier. Il s'agit d'une nouvelle norme opérationnelle sur laquelle toutes les principales armées du monde vont désormais s'aligner.